Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici ma première capsule portant sur l'histoire de la civilisation occidentale. Donc, dans le cadre du cours d'histoire de la civilisation occidentale, je vous présente dans un premier temps les concepts de base en histoire. Le premier de ces concepts-là, il peut sembler assez basique, c'est le concept d'histoire. On va faire de l'histoire ensemble pendant toute une session. Je voulais qu'on réfléchisse un petit peu à ce concept-là. Certains ont eu l'occasion de le faire en présentiel lors de la première semaine, mais je me permets de le refaire et d'aller un petit peu plus loin que j'étais allé. Donc, on va parler du concept d'histoire. Euh, Qu'est-ce que l'histoire? Les historiens se posent souvent la question, c'est bien de réfléchir à notre pratique. On peut avoir certaines idées, certaines préconceptions par rapport à l'histoire. Retenons un élément qui est important. Il existe une espèce de dichotomie entre l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H. L'histoire avec un grand H, c'est un grand récit. C'est l'ensemble du passé humain et la connaissance que l'on en a. Le passé humain, c'est quand même 2,4 millions d'années et on travaille dans ce cours sur les 5000 dernières années. L'histoire avec un petit H, c'est un peu une histoire qu'on se raconte. Quand on est petit, on va se coucher, papa et maman viennent nous raconter une histoire. Ça commence souvent par il était une fois, ensuite il y a un dénouement et ensuite on arrive à une conclusion. Le passé humain, c'est un fleuve, hein, et il faut, pour le rendre intelligible, le structurer. Donc, l'histoire, c'est pas juste le passé humain, c'est le récit que l'on peut en faire. Souvent, ce récit-là, il est structuré, organisé en fonction des préoccupations du présent, des questions qu'on se pose. En fonction, par exemple, de l'égalité homme-femme, ben, on va pouvoir interroger le passé, le structurer, l'organiser en récit en fonction d'une préoccupation, dans cet exemple-là, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que l'histoire est une science? Évidemment, en histoire, il n'y a pas de labo. Je ne vous demande pas d'acheter un cerveau, il n'y a pas d'éprouvettes. L'histoire, quand même, c'est pas du potin. Elle n'est pas soumise à des lois comme c'est le cas en physique, par exemple. Elle n'est pas reproductible. Quand même, on n'enseigne pas n'importe quoi en histoire. On se base sur des preuves et on a une démarche différente. Il y a évidemment des faits qui sont assez univoques. La chute de Rome a eu lieu en 476, et d'autres éléments qui sont des interprétations, qui sont amenés par des historiens et qui sont appuyés par des documents, mais qui sont l'objet de débats, de discussions. Donc, c'est une science, parce que je vous dirai jamais que les pyramides ont été construites par les extraterrestres dans l'Égypte antique. Il n'y a aucune preuve qui soutient ça. Donc, je dois m'appuyer sur des faits qui sont prouvés en histoire. Mais la démarche est différente dans sciences de la nature parce qu'on étudie probablement ce qu'il y a de plus complexe à étudier, c'est-à-dire l'être humain. L'histoire est-elle neutre, objective? Il faut se questionner par rapport à ça. Il faut garder notre esprit critique quand on consulte des documents. L'histoire, les interprétations ne sont pas neutres et sont toujours teintées un petit peu par l'interlocuteur, ses origines, ses préoccupations, son sexe. Bref, il faut constamment avoir le réflexe de challenger les auteurs qu'on lit, jamais prendre pour acquis une vérité sans nous-mêmes avoir ce processus-là de réflexif de se poser des questions. Je l'ai dit tout à l'heure, le travail de l'historien est basé sur les sources, sur des preuves. C'est ce qui fait que l'histoire est une science. Donc l'histoire, c'est une science qui se base sur l'analyse critique de sources. On va critiquer les documents qu'on a et on va les analyser. L'historien travaille à partir de deux matériaux de différents types. Le premier type de matériau, c'est ce qu'on appelle une source qui est une source primaire. Une source primaire, qu'est-ce que c'est? C'est un document réalisé par une personne qui témoigne d'un événement ou d'une époque X. L'exemple que j'ai sélectionné, c'est celle d'une enluminure du Moyen Âge. Ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un traité politique, comme le traité de Paris. Ça pourrait être le journal d'Anne Frank, qui témoigne de la réalité des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça pourrait être une lettre, la lettre que votre grand-père a écrite à votre grand-mère lorsqu'il a décidé de lui faire la grande demande. Tout ça
constitue une source primaire, donc un document qui témoigne, réalisé par une personne à une époque, qui témoigne d'un événement ou d'une époque X. Le deuxième type de source que l'on retrouve, c'est, ils sont forcés sur le nom, la source secondaire. Qu'est-ce qu'une source secondaire? C'est un document spécialisé qui analyse ou synthétise des connaissances historiques et qui se base généralement sur des sources primaires. Le meilleur exemple qu'on peut trouver de ça, c'est le manuel que je vous fais acheter. Dans votre travail d'historien, vous allez jongler à la fois avec des sources primaires, à la fois avec des sources qui sont des sources secondaires. Les sources secondaires, c'est généralement ce que vous utilisez pour comprendre un texte. C'est-à-dire, vous allez référer à votre manuel, à un dictionnaire. Vous allez aller, je le sais, sur Wikipédia, sur Internet. C'est une encyclopédie en ligne. Les encyclopédies, ça inclut Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne, sont des sources secondaires qui synthétisent l'information. Il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais nous, les historiens, on travaille à la fois avec les sources primaires, les sources secondaires. Une autre source secondaire, un livre, une monographie à la bibliothèque constitue une source secondaire. Un article de périodique qui traite d'une question historique en serait tout autant. Enfin, dernier élément, dernière notion sur ce concept d'histoire, c'est toute la question des mesures du temps. Selon ce qu'on étudie, on ne fonctionne pas avec les mêmes mesures du temps. Nous, dans ce cours, on va fonctionner avec une échelle historique d'environ 5000 ans. Donc, on est en 2020, on va arrondir à 2000. On va essentiellement se concentrer de ce qui s'est passé de moins 3000 jusqu'à nos jours. Donc, un panorama de 5000 ans. Par convention, les historiens charcutent, organisent le temps. Et pour établir l'histoire de la civilisation occidentale, généralement, on évolue à travers 4 grandes périodes historiques, d'inégale consistance, mais auxquelles on va référer tout au long de la session. La première de ces grandes périodes historiques, c'est la période de l'Antiquité. C'est la plus longue. Elle débute vers 3000 avant Jésus-Christ et se termine en 476 après Jésus-Christ. Donc, sur notre 5000 ans d'histoire, elle en occupe 3500 à elle seule, l'Antiquité. C'est très long, mais c'est très passionnant. Vous aurez remarqué qu'il y a des années qui sont apposées à côté de la période historique. C'est que ces grandes périodes historiques-là, elles sont associées à des événements charnières, des événements marquants qui en indiquent le début et la fin. Pour l'Antiquité, vers 3000 avant Jésus-Christ, c'est le début de l'écriture, l'invention de l'écriture, si on peut dire. Vous remarquez que c'est un vers. Il y a une certaine marge de manœuvre par rapport au moment où a été inventée l'écriture, mais ça s'est fait en Mésopotamie vers 3000 avant Jésus-Christ et ça s'est répandu par la suite. 476, ça réfère à l'événement qui est la chute de l'Empire romain. Deuxième grande période historique qu'on va parcourir ensemble au long de la session, le Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est 1000 ans d'histoire, un peu moins, mais on arrondit, de 476 à 1453. 1453 correspond à la chute de Constantinople, la fin de l'Empire romain d'Orient, si vous préférez, l'Empire byzantin. Donc, une autre section, il nous reste, on a 4500 ans d'histoire d'accumuler en deux périodes, il nous reste un peu plus de 500 ans, c'est pas beaucoup. Pourtant, il nous reste deux périodes historiques. La troisième, mais non la moindre, 1453 à 1789, c'est la période des temps modernes. Les temps modernes, c'est une période qui est plus courte, mais plus on se rapproche d'aujourd'hui, plus on s'en souvient, et plus il y a d'événements denses, une certaine densité dans l'information. Donc, c'est une période de grands changements, de grande modernisation. On le verra lorsqu'on en traitera au courant de la session. 1453, prise de Constantinople. 1789, Révolution française. Enfin, on arrive dans la toute petite dernière, l'époque contemporaine. La dernière, mais non la moindre, parce qu'on a les deux pieds dedans. Les historiens ne se sont pas encore attendus sur une nouvelle date charnière et inaugurer une nouvelle période historique. On est donc dans ce qu'on appelle l'époque contemporaine, qui débute en 1789 avec la Révolution française et qui a connu une série de transformations qui peut nous apparaître très très intense. On peut penser à l'invention de la locomotive comme Neil Armstrong qui va marcher sur la Lune et le développement du World Wide Web. Donc on s'entend que c'est une période de grands bouleversements, les deux guerres mondiales en font partie, de grandes transformations pour notre civilisation occidentale.
On va tout au long de la session se promener à travers ces 4 grandes périodes charnières-là. Ces périodes historiques, je vous demande de les apprendre et de bien être en mesure d'associer les événements, les dates charnières qui y sont associées. Généralement, il n'y a pas de par cœur en histoire, mais pour l'occasion, je vous demande d'apprendre au moins celle-là par cœur. Ça va être les points de repère à partir desquels on va pouvoir amorcer notre réflexion historienne cette session-ci. Ça clôt ce qu'on avait à se dire sur le concept d'histoire. Je vous prépare d'autres capsules sur le concept de civilisation et sur le concept d'Occident. Très bientôt. Au plaisir.